Le grand Nicolas Cage a déclaré qu'il n'avait pas tout compris à son caméo dans The Flash. Il a dit qu'il était bien présent en plateau pour tourner une scène sans parole où son Superman devait contempler la destruction d'un univers en faisant passer le vide et la tristesse à travers ses yeux, oui, mais il s'est retrouvé à se battre contre une araignée géante, un petit peu comme s'il s'appelait Sam, souleveur de Frodon. Alors ça c'est l'équivalent au cinéma de ton pote qui te prend en photo sur fond vert en te disant que c'est pour t'incruster dans Star Wars et qui poste une photo de toi à l'autre bout d'un mille pattes humain sur Facebook. En même temps, c'était un petit peu chelou cette histoire de Jedi à quatre pattes. Bon, et s'ils avaient voulu le champion du regard vide, perdu et de la tristesse, eh bien ils avaient qu'à faire appel à Keanu Reeves et un banc public. Ce week-end, c'est l'Eurofestival à Marseille et il me tarde déjà d'y être sur mon stand pour recevoir mes invités Joe Kelly et Ken Niimura pour faire la promo de leur dernier titre sorti cette semaine, Immortal Sergeant. Après Kill Giants, ils reviennent ensemble. On parlera aussi à l'occasion d'un panel le samedi de leur carrière chez Marvel, chez DC. Puis il y aura aussi Ulysse Gris avec son brillant pour quelques degrés de plus, Bruno Bessadi et son Ogre Lion. Bruno qui affrontera Ken Niimura en battle de dessin le dimanche à 1h15. Il me tarde déjà d'y être, des quiz sauvages aussi le samedi matin sur le stand directement. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 424e JT Comics et pour Halloween, Bradley Cooper s'est déguisé en Rocket Raccoon. Forcément, sauf que c'est le Rocket en costume des Gardiens de la Galaxie et qu'apparemment, il a pris un vaisseau spatial, mais pas pour aller dans le cosmos, il l'a pris directement en pleine gueule. C'est plus un raton laveur, c'est un raton lessivé. Mais ressourçons-nous plutôt avec les news de la semaine. Marvel. Coincés dans la grotte vide des adaptations récentes de l'univers cinématographique Marvel, les fans ne sont plus au rendez-vous, ils veulent autre chose, ils hurlent et forcément la réponse, c'est l'Echo, la nouvelle série Marvel qui sera présentée sous un tout nouveau label créé par le studio pour l'occasion, Marvel Spotlight, avec deux axes principaux. Tout d'abord, des séries moins ancrées dans la grande continuité du MCU, sa trentaine de films, sa dizaine de séries et donc des projets plus accessibles aux nouveaux spectateurs. Et deuxièmement, des projets plus terre à terre, focalisé sur les personnages, et ça rappelle évidemment les grandes initiatives qui arrivent tous les 5 ans, tous les 10 ans, peu importe, par les éditeurs de comics pour attirer de nouveaux lecteurs, et celle-ci fait penser à celle des années 90, le Marvel Knights, qui venait hors continuité proposer des récits autour de héros très terre à terre aussi, Daredevil, Black Panther, les Inhumains, le Punisher, Black Widow et j'en passe, c'était pour faire des comics plus adultes, plus accessibles et surtout une forme de réponse au label Vertigo de chez DC. Alors la bande-annonce d'Echo, elle est ultra prometteuse, mais ça reste une bande-annonce, méfions-nous. On y retrouve une Maya Lopez un petit peu plus vislarde, qui est présentée carrément comme la vilaine de l'histoire, et rappelons que dans les comics, le personnage est assez pris au sérieux pour devenir l'hôte de la force Phoenix, et si on espère tous un retour du MCU à quelque chose de plus original, à pas toujours le même type d'action, pas toujours le même type d'humour, quel que soit le personnage, rappelons que dans les comics, Maya Lopez est sourde, donc elle ne peut compter que sur ses yeux et sur sa mémoire photographique, pour imiter à la perfection tout ce qu'elle voit, donc c'est assez intéressant comme pouvoir puisqu'elle peut aussi bien se battre comme Tyson que jouer du piano comme Ray Charles ou même parler comme Elizabeth Levy sans avoir besoin d'être alcoolisée. Mais ne vous réjouissez pas trop tôt puisque la productrice exécutive d'Echo nous dit que ce pouvoir dans les comics c'est nul, c'est foireux et que donc ils l'ont changé pour la série. La rumeur dit que ça serait un petit peu plus mystique, que ça ferait appel à ses origines indigènes, apparemment elle ferait apparaître une arme ancestrale, on sait pas trop comment, à tout moment c'est juste une meuf qui fait des pistolets et qui tire avec ses doigts contre son pire ennemi, Jean-Marie Bigard, qui lui veut qu'on lui tire le doigt. On verra bien, mais en attendant, une chose qui est certaine, c'est que contrairement à ce qu'on nous dit dans le monde réel, ici, Marvel Studios pense que la violence est une solution pour s'en sortir. On retrouve le caïd en grande forme, qui retrouve son addiction de fracasser des crânes contre tout type de tôle, vivement qu'il s'achète une Peugeot 616 avec portière option fracassage de crâne. Echo sera donc la toute première série Marvel destinée à un public adulte. Deadpool 3 sera rated R, donc interdit aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés. Pareil pour Blade, qui sera violent, oui, mais toujours moins violent que la gifle, la claque, la patate de forain subie par le budget de production du film, réduit à environ 100 millions de dollars. Et à ce prix-là, avec l'inflation, tu t'achètes tout juste un sachet de fromage râpé d'1 kilo et 3 blancs de dinde. Ça en fait le plus petit budget de production du MCU. Le record était auparavant détenu par The Marvels. Donc attendez-vous à voir Wesley Snipes recycler les restes des bonbons d'Halloween pour faire ses canines apparentes. Mais pourquoi Marvel économise de l'oseille?
est-ce que c'est parce qu'ils sont pauvres? Non. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent faire attention? Peut-être. Est-ce que c'est pour beaucoup mieux payer les scénaristes et les artistes des effets spéciaux? Quelle question de connard, hein. Évidemment que non, ça serait beaucoup trop beau, hein. Si Marvel vampirise Blade, c'est peut-être parce qu'ils vont bientôt avoir à se saigner, hein, si on en croit la rumeur. Ils ne veulent pas simplement être plus originaux, moins complexes et mieux écrire leurs projets pour remobiliser les fans. Ils veulent aussi donner à l'univers cinématographique Marvel le même visage que celui qu'il avait en 2012 et réembaucher la mascotte Tony Stark, Robert Downey Jr. et faire revenir également Scarlett Johansson en Black Widow. Alors la vraie question c'est, est-ce que le MCU peut survivre sans Black Widow et sans Tony Stark? Je pense que oui. Surtout quand on sait qu'entre Avengers Endgame et Black Widow, le salaire combiné des deux acteurs explose le budget de Blade, hein. Bon, moi je pense que c'est pas très bon quand on commence à ne se reposer que sur son casting comme ça, hein, qu'il faudrait peut-être mieux les laisser morts, ce serait un petit peu plus crédible même avec les intrigues multiverselles, hein. On sait que Marvel a compris que peut-être qu'il fallait changer, hein. C'est toujours le même gâteau yaourt avec un petit ingrédient qui change, hein, l'arôme du yaourt ou la taille du moule. La Marvel essaye de faire timidement des efforts avec WandaVision, avec même le dernier Doctor Strange ou encore Loki, hein, et je vous laisse juge du résultat. Et par contre, il y a des cas où Marvel, ça ne les dérange absolument pas de chercher à dégager un acteur et qu'il ne revienne surtout pas. C'est le cas de Jonathan Majors, qui est toujours empêtré dans ses ennuis judiciaires de procès pour violence conjugale, et il semblerait que Marvel ait fait des réunions pour voir s'il ne fallait pas le débarquer et le remplacer par un autre super vilain d'anthologie, puisque ça serait Fatalis, rien que lui, hein. Et bon, j'avoue que justice soit faite, mais même si Majors est innocent, laissez-le un petit peu récupérer, prenez quand même Fatalis et adaptez-nous la version la plus odieuse, la plus brillante, la plus arrogante et la plus douée de ce personnage. C'est comme ça que Marvel créera la surprise, peut-être pas avec le projet qui sort aujourd'hui The Marvels, dont les estimations partagent avec la Veuve Noire d'être complètement claqué au sol. Les seuls échos qu'on va entendre dans les salles vides, apparemment, ça sera les pleurs de The Flash et de Black Adam qui viendront compléter avec The Marvels ce sacré trio de perdants. Moi, il me tarde de retrouver Kamala Khan, hein, et j'ai pas besoin de cette dernière bande-annonce dégoulinante de nostalgie de Tony Stark, de Thanos, pour avoir envie de voir l'héroïne prendre la place qu'elle mérite dans le Marvel Cinematic Universe. Hein. Un gros big up à celui fou furieux qui a repéré dans le trailer What Comes Next que le X de Next mettait quelques centièmes de seconde à disparaître en plus, hein, annonçant soit le déblocage des pouvoirs ciseaux et un moment assez intriguant et surprenant au cinéma entre filles, soit évidemment les mutants, les X-Men dont Kamala Khan fait partie, hein, et c'est comme ça qu'on va nous surprendre, comme ça et avec les 4 fantastiques. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de The Marvel, ce que vous pensez de la stratégie de Marvel qui semble être dans le tumulte complet dans les commentaires. Bonne idée. Dans l'actu purement comics, il y a des news Marvel, des news d'ici, mais ne cherchez pas plus loin, la meilleure actu comics, vous la trouverez chez l'éditeur français Bliss Comics. C'est le bon Florent d'Aigletane qui décroche les droits de publication de l'éditeur Bad ID, hein, donc qui est des anciens de chez Valiant, qui décident de faire du comics de manière complètement pas conventionnelle du tout, que des single issues, pas de numérique, donc c'est assez dur de se les procurer en France. Il y a des pépites comme le Mégalith de Lewis Larosa, le bon Joshua Dysart qui avec Alberto Ponticelli fait Orc Island, et là le premier titre de Bad ID qui sortira chez Bliss Comics, c'est Odin's Eye, l'histoire d'un garçon, c'est donc par Thomas Giorella et Joshua Dysart, excellent scénariste, un garçon de 12 ans qui va se mettre en quête de l'œil que Odin a sacrifié pour la sagesse, sinon rien de grave, hein, la planète meurt. Bon, vive Bliss pour cette bonne Bad ID, hein. Puis attention, le point commun entre Krakoa et Joe Biden, c'est la chute, hein, sauf que celle de Krakoa se fait très lentement et qu'on va en découvrir les secrets les plus profonds, les vérités dérangeantes de l'état-nation mutante dans la suite, on va dire, d'Immortal X-Men par Kieron Gillen et Luca Maresca. Ça s'appellera X-Men Forever et il me tarde d'ores et déjà de lire ça. Et là aussi est annoncé un autre projet qui va venir explorer à la fois le passé commun et l'histoire récente de Black Widow et de Hawkeye. C'est par Stephanie Phillips et Paolo Villanelli. Et puis alors attention, la France influence le monde. Alors bon, le monde pour les États-Unis, il s'étend de la côte Est à la côte Ouest, mais souvenez-vous des formats d'Urban Comics, Urban Nomad, qui proposent de découvrir les grands classiques des comics à petit prix, oui, mais à petit format aussi. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand l'art peut respirer un petit peu plus, hein. Je préfère ça, essayer de lire 2-3 Où est Charlie en format poche, et vous allez voir que Kevin Feige, après 3 pages, il vous appelle pour venir doubler Daredevil. Et bien DC nous imite et compte sortir un format poche avec couverture souple encore plus petit que les Urban Nomad, et parmi la liste des ouvrages proposés, le Joker d'Azzarello et de Bermejo, le Watchmen évidemment,
évidemment, mais aussi le All-Star Superman, puisque c'est l'une des inspirations de James Gunn pour son Superman Legacy. Et puis alors attention, on finit avec une alerte à la bombe, puisque l'excellent Ramvi et l'excellent Ewan Cagle ont dévoilé leur nouveau titre chez Dark Horse, s'appelle Dawn Runner, un petit peu de science-fiction. J'ai l'honneur d'en savoir un petit peu plus sur ce titre qui sera dévoilé tout bientôt, et ça sent très très bon pour cet auteur qui a explosé, ultra talentueux, et qui a été connu en France grâce à High Comics avec son Viz Savage Shores. Lisez, 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 forcément Hero Festival oblige, je me régale avec les BD de mes invités sur le stand, le brillant Ulysse Gris avec Pour quelques degrés de plus aux éditions Presque Lune, où il nous propose un grand multivers climatique avec un seul avatar, mais 3 scénarios possibles, hein, à la fois le bon, à la fois la brute et le truand qui se balade avec bien 2 degrés de plus, 3 degrés de plus et 4 degrés de plus, hein, mais c'est pas simplement 3 BD qui s'enchaînent sur 3 bandes et 3 niveaux différents, hein. C'est bien plus brillant que ça puisque il se sert de toutes les possibilités créatives de l'art séquentiel pour nous faire une BD cohérente, pleine de cohésion et drôle, et puis qui fait réfléchir avec la cause du réchauffement climatique qui est tout à fait réelle. Je me régale aussi à relire à peu près tout ce que fait Joe Kelly, qui a fait du Spider-Man, du Deadpool, du Superman, et pour moi c'est là où il est excellent, hein. Superman, c'est vraiment le dieu de l'espoir quand il prend 4 vilains et qu'il leur dit maintenant vous servez de vos pouvoirs pour faire le bien, donc il leur donne une chance à la rédemption. Je vous dis pas ce que les vilains font, mais voilà, c'est du mental Spider-Man avant tout, c'est pas juste de la puissance et de la force. Quand il arrive au terme d'une aventure qui lui a pris dans un espace-temps différent 1000 ans coincé avec Wonder Woman dans une guerre, il ne cède pas aux avances, il ne cède pas à Wonder Woman puisqu'il veut toujours se rappeler de Lois. C'est ça Spider-Man, c'est la force du mental. Je me suis régalé aussi avec Immortal Sergeant, leur dernier titre avec Ken Niimura, avec qui il a fait I Kill Giants. Donc ça c'est l'histoire d'un détective qui au bord de la retraite va devoir réouvrir une enquête du passé. Ça c'est profondément humain, ça raconte des rapports familiaux, c'est très 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 bon ça, et puis c'est très dynamique. Les dessins de Ken Niimura m'ont bien pris au ventre comme d'habitude. Évidemment que je ne vais pas vous expliquer pourquoi il faut venir voir Bruno Bessadi, parce que c'est le meilleur, c'est l'Ogre Lion, c'est badass, c'est Zorn et Dirna, il y aura la battle de dessin, il y aura plein de choses, donc je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être aussi nombreux à le suivre, de laisser vos pouces bleus, de partager sur Facebook, de tweeter, de retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram, hein, je vois tout. N'hésitez pas à réagir aussi dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, hein. N'hésitez pas également à me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo sur les réseaux sociaux. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans le JT Comics pour des nouvelles toutes fraîches, ou ce week-end au Hero Festival pour ceux qui préfèrent le show. L'année dernière, P. Diddy s'était fait gronder par la Warner et interdire de se déguiser en Joker, hein. Eh bien il a obéi, et cette année pour Halloween il a fait le Chevalier, encore plus noir, un Batman bluffant, plus vrai que nature, hein. 50 Cent lui aurait dit déguise-toi en meurtrier de Tupac, au moins tu resteras toi-même.